Merci Esra, j'ai aussi beaucoup de souvenirs et je suis très heureux, si je ne m'abuse, d'être ce soir dans le canton dont tu es la conseillère départementale. Et je crois que tout le monde peut être extrêmement fier du travail que tu mènes dans un département détenu à l'heure actuelle par la droite pour défendre les droits des plus fragiles et pour défendre un territoire écologique et solidaire. Je veux vous dire, chers amis, ma grande émotion, d'abord de voir cette salle pleine. Émotion aussi, tu l'as dit, parce que mon engagement est né à Amiens et parce qu'il y a au premier rang de ce meeting mes grands-parents. Alcide et Nicole, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Pourquoi je vous parle de mes grands-parents? Parce qu'ils sont nés dans les années 30, même s'ils ne font pas leur âge, et que leur vie entière a été d'assister à des conquêtes pour le partage et la réduction du temps de travail, pour consacrer moins de temps au travail et plus de temps au repos, au bonheur, au loisir. C'était ça le sens de l'histoire, c'était ça les congés payés de 36, ils étaient tout jeunes, tout gamins à l'époque. C'était ça la libération, c'était ça la retraite à 60 ans avec François Mitterrand et Pierre Mauroy, et j'ai vu quelques Lilloises et quelques Lillois dans la salle. C'est cet héritage-là que ces générations nous transmettent, celui d'une société du temps libéré, du temps du partage, du droit au repos après une vie de labeur. C'est parce que nous avons eu la retraite à 60 ans, c'est parce qu'ils ont eu la retraite à 60 ans qu'ils ont pu s'occuper de leurs petits-enfants, les emmener, leur faire découvrir la plage ou leur apprendre à faire du vélo. C'est ça l'héritage qui est le nôtre aujourd'hui, c'est ça le sens de l'histoire, et c'est ça qui donne aux parlementaires de ma génération une grande responsabilité, pas seulement celle de résister à cette réforme injuste et brutale, mais aussi d'ouvrir avec l'ère écologique et sociale demain, après la victoire sur les retraites, un nouveau temps des conquêtes pour la société du temps libéré et pour le droit au repos. Et je le dis parce que un jour, mon grand-père, qui est ici, après je vais arrêter de parler d'eux, les pauvres, m'a conseillé de lire, vous allez voir, c'est un grand révolutionnaire radical qui sans doute aujourd'hui serait insulté, injurié à longueur de plateaux télévisés par les macronistes, Pierre Mendès France, qui dans La République moderne disait « La République doit se construire sans cesse car nous la concevons éternellement révolutionnaire à l'encontre de l'inégalité, de l'oppression, de la misère, de la routine, des préjugés, éternellement inachevés tant qu'il reste des progrès à accomplir. » Voilà une belle feuille de route pour nous aujourd'hui. Parce que oui, nous sommes là au cœur d'une bataille historique. Elle a commencé en réalité le 19 juin dernier, à l'occasion du second tour des élections législatives, quand les Françaises et les Français ont refusé à Emmanuel Macron les pleins pouvoirs pour appliquer sa politique. Ne pas reconnaître aujourd'hui que le président de la République a perdu, fait historique, sa majorité absolue au Parlement, notamment sur la question de la réforme des retraites, c'est un véritable déni de démocratie. Et je vous le dis, avec vous toutes et vous tous, ici, comme partout dans le pays, et le 7 mars, nous ferons de sa majorité relative une minorité absolue. Cette bataille, elle s'est ensuite poursuivie dans la rue et moi, je veux rendre un hommage appuyé aux organisations syndicales et aux syndicalistes unis dans notre pays qui, malgré les injures, les caricatures à longueur de débats télévisés, ont tenu bon, se sont rassemblés. Gloire à celles et ceux qui ont fait la grève, gloire à celles et ceux qui perdront et qui ont perdu des journées de salaire. Alors, et gloire à la jeunesse, vous la voyez cette jeunesse, vous savez, celle qui pratique la violence civique d'après le président de la République. Cette génération, lucide comme jamais, sur les inégalités, sur les désordres du monde, sur le réchauffement climatique, et qui aspire à vivre dignement, qui aspire à autre chose que les casernes du service national universel. Alors, comme le 7 mars approche, vous allez entendre ce refrain de la dénonciation du blocage. Ils vont vous dire, mais vous rendez-vous compte, les écoles vont être fermées, les trains ne circuleront pas. C'est bien la première fois d'ailleurs, eux qui ont passé leur vie à fermer des services publics, qu'ils se plaindront du fait que les services publics et que l'économie du pays soient à l'arrêt. Eh bien, nous avons pour eux une solution toute simple. S'ils veulent que les trains circulent, que les écoles soient ouvertes, que l'ensemble du pays fonctionne, c'est simple. Le 6 mars, la veille au soir, ils retirent la réforme. Ils retirent la réforme et tout ira bien.
Ils vous diront aussi, et j'invoquais l'histoire, qu'est-ce qu'on ne l'a pas entendu depuis plus d'un siècle? Ils vous diront, ce n'est pas la rue qui gouverne. Ah bon? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est le 14 juillet 89? Qu'est-ce que c'est la Commune? Qu'est-ce que c'est Carmaux? Qu'est-ce que c'est la Libération? Qu'est-ce que c'est mai 68? Qu'est-ce que c'est 95? Qu'est-ce que c'est le CPE? Qu'est-ce que c'est le 1er mai 2002 face à Le Pen? Si ce n'est la rue qui décide de gouverner et de rétablir de la démocratie et de la dignité dans le pays. La réalité, c'est que nous sommes au cœur d'un combat moral. Nous considérons qu'il est profondément immoral qu'on demande aux Françaises, qu'on exige des Françaises et des Français de sacrifier 2 ans de vie, 2 ans de vie en bonne santé, 2 ans de repos, 2 ans de réparation après un métier pénible, pendant qu'une infime minorité de privilégiés accumule les richesses et s'accapare les ressources à coups d'offrandes fiscales de ceux-là même qui veulent aujourd'hui faire imposer aux Français 2 ans de souffrance supplémentaires. Alors, là aussi, ils vous diront, on a fait des débats, on a eu quelques heures de débat au Parlement, vous avez sans doute suivi, ça a été commenté, et ils nous disent, avant de partager la richesse, il faut d'abord la produire. Alors là, c'est l'argument qui est fait pour être le coup massue, et après, vous rentrez chez vous, vous dites merci monsieur, j'ai tout compris, etc. Mais moi, je suis assez gourmand, ceux qui me connaissent ici le savent, notamment de la mousse au chocolat de ma mamie, pour y revenir. Mais l'économie, ce n'est pas de la pâtisserie. Mais quand bien même ce serait de la pâtisserie, regardons la devanture de la pâtisserie aujourd'hui. Elle dégorge de crème, les super dividendes, les super profits, les cadeaux fiscaux et les centaines de milliards d'euros, premier poste de dépenses de l'État, engloutis par les aides aux entreprises sans contrepartie. La richesse, elle est là, elle ne demande qu'à être partagée sans faire souffrir les Français 2 années de plus au travail. Ils vous diront aussi, on se prépare, ça va revenir au Parlement bientôt, ils le diront à Rémi bientôt au Sénat, ils nous l'ont dit à nous pendant 15 jours, mais en fait, comme vous défendez le droit à la retraite, comme vous refusez cette réforme, vous soutenez le droit à la paresse. Ça aussi, c'est une vraie question morale qui est posée à nous. Comme si le droit au repos, comme si le fait de souffler un peu après une vie de travail, c'était de la paresse. Mais qui sont les paresseux aujourd'hui dans notre pays, si ce n'est ceux que je viens de décrire à l'instant, les rentiers, les héritiers, les milliardaires, ceux qui accumulent du simple fait de dormir ou du simple fait des cadeaux fiscaux des macronistes, des fortunes colossales. Ils nous diront que nous n'aimons pas les milliardaires, mais au contraire, là, je vois Marine sous le flot des critiques quand elle a dit des choses finalement assez justes et qui tombent, j'allais dire, sous le coup du bon sens. Mais nous les aimons tellement, les milliardaires, que nous voulons qu'ils fassent à nouveau partie de la République. Et alors que se développe un discours pathologique de haine de l'impôt de la part des macronistes, nous disons que l'impôt, que la juste répartition des richesses est un instrument indispensable de notre contrat social qui nous permet de faire société, qui nous permet de faire république, qui nous permet d'alimenter nos services publics et nos solidarités les plus essentielles. Oui, nous considérons qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas juste qu'un individu gagne 100, 200, 300, 400 fois plus qu'un autre aujourd'hui dans notre société. C'est ça aussi qui est au cœur de cette bataille des retraites. Et j'achève en vous disant que nous avons été également au cœur d'un débat moral au sein du Parlement. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas laisser dire. Le ministre Dussopt, vous savez, le spécialiste du retournement de veste, celui qui a fait de la pédagogie, moi je pense en vrai qu'on aurait dû l'inviter, Olivier Dussopt, parce que plus il explique la réforme, plus il fait de la pédagogie, plus les gens la comprennent. Et plus les gens la comprennent, plus ils la rejettent avec nous. Et alors il y en a un qui est encore meilleur que ça, on a découvert qu'il existait. Moi, j'avoue, il m'arrive, je ne suis pas très très loin d'Olivier dans l'hémicycle, et puis un jour, je lui ai demandé, parce qu'il avait quand même un peu plus d'expérience que moi, il était là dans le mandat précédent, je lui ai dit, mais qui est ce monsieur assis à côté de la Première ministre? On regarde, etc. C'est le ministre des Relations avec le Parlement. On a découvert qu'il existait. Mais il est très utile, ce ministre des Relations avec le Parlement, parce qu'à chaque fois qu'il va à la télé, il dit la vérité. Il dit, oui, cette réforme des retraites, elle va pénaliser les femmes. Il dit non, on n'a jamais promis les 1200 € pour tout le monde. Donc là aussi, je vous invite à l'écouter, à diffuser ce qu'il dit, puis à l'inviter dans des réunions publiques. Ils sont bien utiles là aussi pour démontrer avec nous l'absurdité et la dangerosité de cette réforme. Mais Olivier Dussopt a dit là aussi sur le Parlement quelque chose d'assez choquant. Il a dit, vous vous rendez compte, on a quand même accordé 15 jours non-stop de débat à l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte, 15 jours. 15 petits jours, quand on parle, je vais y revenir,
même pas 9, tu vas voir. 15 petits jours quand on parle de voler 2 ans de vie aux Français. Et vous vous rendez compte, ils ont déposé tellement d'amendements qu'il faudrait y passer 4 mois. Mais qu'est-ce que c'est 4 mois à côté de 2 ans? De 2 ans de vie pour tout le monde? Qu'est-ce que c'est 4 mois pour un parlementaire si ce n'est faire correctement son travail? Rien du tout, absolument rien. Et les 15 jours, en réalité, si vous prenez, je ne vais pas rentrer dans le détail de la vie parlementaire, ce n'est pas très intéressant. Si vous prenez les journées incomplètes parce que vous avez des réunions de commission le matin, si vous prenez la journée pendant laquelle nos camarades socialistes avaient une journée d'initiative parlementaire dans laquelle ils déposaient leurs textes, qu'ils ont d'ailleurs proposé de décaler, en disant mais nous on est prêts à la faire à un autre moment pour qu'on parle des retraites, et qu'ils ont refusé. En réalité, on n'a même pas eu une semaine complète pour débattre des retraites. Quand on leur a proposé, toute la NUPES, d'ouvrir le travail parlementaire le samedi et le dimanche, c'est la première fois de leur vie qu'ils ont été opposés au travail du dimanche, rendez-vous compte. Le travail du dimanche pour tout le monde, sauf pour le Parlement quand il s'agit de parler de l'avenir des retraites. Et je conclus, faut conclure, je conclus, et pas de ceux qui me connaissent aussi savent que je peux faire très long. Et ils ont ajouté à ces mensonges le déshonneur absolu. Le ministre Dussopt a dit, il y a quelques jours, que Marine Le Pen était plus républicaine que nous. À la fin de l'examen du texte, pour nous faire sortir de l'hémicycle, ils se sont levés, ils ont chanté la Marseillaise avec le Rassemblement national. Ils étaient main dans la main pour élire 2 élus d'extrême droite aux vice-présidences de l'Assemblée nationale. Ils étaient main dans la main pour refuser l'augmentation du SMIC. Ils étaient main dans la main pour nous caricaturer, pour nous injurier. Ils font désormais du bouche à bouche pour chanter l'hymne national. Alors, voilà où nous en sommes, alors que nous sommes à la mi-temps, si je puis dire, de ce débat sur les retraites. Et je vous le dis, soyons le 7 mars, une foule immense, colossale, comme nous l'avons été dans toutes les villes du pays à l'occasion des précédentes mobilisations. Sur nos épaules, je parlais de l'extrême droite, nous aurons l'occasion d'y revenir, sur nos épaules repose non seulement le poids de droits sociaux, de conquête sociale à préserver, mais repose aussi le poids d'une république sociale à reconstruire. Alors unis, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous ouvrirons un nouveau temps des conquêtes.